Bien, il est 17h59, donc nous allons commencer dans 1 minute le conseil. Vérification du quorum. Monsieur Régis Ségouy a donné procuration à Madame Lise Fournier. Madame Agnès Villa a donné procuration à Monsieur Jean-Pierre Martinez. Donc, le quorum est atteint et nous pouvons débuter ce conseil municipal, le dernier de l'année, vous en doutez. Alors, en application de l'article L2121-15 du Code général des collectivités territoriales, une auxiliaire au secrétaire est désignée à la personne de Madame Aline Josse, chargée d'organisation et d'administration générale des services à la mairie de Moredon-des-Corbières. Voilà. Nous allons donc commencer. Il nous reste moins d'1 minute dans quelques secondes ce conseil. Il est 18h, on peut commencer. Donc, je vous propose de désigner comme secrétaire de séance Madame Isabelle Bastier, qui est contre, qui s'abstient. Madame Bastier, à l'unanimité, est notre secrétaire de séance et je la remercie. Point numéro 1, affaires juridiques, compte rendu des décisions du maire. Vous le savez, vous m'avez donné un certain nombre de compétences pour agir et donc je dois vous rendre compte. Alors, je vais vous rendre compte de 2 décisions que j'ai prises. C'est la 6e et la 7e décision de l'année. Elles concernent des demandes de subventions. Ce n'est pas une surprise pour vous parce que vous en avez déjà parlé. Il s'agit de mettre l'accent sur l'accessibilité en général auprès du Grand Narbonne à travers ce qu'on appelle les fonds de concours. Le Grand Narbonne propose d'aider pendant la durée du mandat les communes à hauteur de 40% des projets qu'elles présentent, à condition que ce soit des projets qui ne sont pas de la compétence du Grand Narbonne. Par exemple, ce n'est pas pour les ordures ménagères, ce n'est pas pour les réseaux d'eau, c'est pour d'autres sujets. Donc, les 2 demandes portent la première sur l'accès à la mairie sous forme de monte-charge et le second concerne l'aménagement d'un arrêt de bus aux normes. Donc pour ce qui concerne l'accessibilité à la mairie, le montant des travaux, d'après les devis que nous avons réalisés, sont de 35 702 € 22 hors taxe, et on demande donc une participation du Grand Narbonne à hauteur de 40%. Ce qui voudrait dire qu'il y aurait 14 280 € 88 hors taxe pour le fonds de concours du Grand Narbonne, 40%, et 21 421,34 centimes hors taxe pour la commune, soit 60%. Donc ça, c'est la première demande de subvention. Et la deuxième demande concerne les arrêts de bus. Donc 2 arrêts de bus devant le nouveau cimetière, qui permettrait donc de remplacer à la fois l'arrêt de bus des Ormeaux et celui du Fournas. Donc il s'agit bien sûr d'arrêts de bus normalisés, 15 mètres de long, 23 cm de haut pour l'accès PMR, abribus, un escalier qui permet d'accéder sur le côté. Donc le montant des travaux s'élève à 36 631 € et 54 centimes hors taxe. Répartition 40% pour le Grand Narbonne, 14 652 € et 62 centimes, hors taxe toujours. Et pour la commune, 21 978 € 92. Voilà ces 2 décisions, la 6e et la 7e de l'année, que j'ai prises en vertu des délégations que vous m'avez octroyées en application de l'article L2122-23 du Code général des collectivités territoriales. Vote. Il y a vote. Qui est contre? Qui s'abstient? C'est voté à l'unanimité. Je vous remercie. Le point numéro 2, c'est l'approbation du procès verbal de la séance du dernier conseil municipal, le 9 novembre 2021. Avec votre convocation, vous avez reçu le procès verbal. Je n'ai pas eu d'observation. Y a-t-il des interventions, des questions? On passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Il est approuvé à l'unanimité. Je vous remercie. Le point numéro 3 concerne les finances communales et une décision modificative. Je passe la parole à ma première adjointe, Lise Fournier. Merci, monsieur le maire. Donc, en mai 2020, la précédente municipalité a contracté une ligne de trésorerie d'un montant de 285 000 €.
Celle-ci a été remboursée, mais les intérêts ont été provisionnés à hauteur de 2 000 € sur le budget de 2021. Provision qui s'est avérée légèrement sous-évaluée à hauteur de 225 € supplémentaires. Donc nous devons faire une modification en ce sens. L'article 6611 des intérêts réglés à l'échéance doit être crédité de 225 € et nous débitons donc l'article 2226 honoraire de la même somme de 125 €. Je vous remercie donc de valider en votant cette modification. Pas de questions, pas d'intervention. C'est la deuxième décision modificative de l'année, en toute fin d'année, sur un montant relativement faible de 125 €. Ça prouve que le travail qui est fait par notre comptable Michel Martinez, avec bien sûr mon adjoint aux finances publiques, est fait de manière rigoureuse. Donc je vous propose d'approuver. Qui est contre? Qui s'abstient? C'est approuvé à l'unanimité. Je vous remercie. Le point numéro 4 concerne les ressources humaines et la création d'emplois d'agents recenseurs pour le recensement de la population. Et je passe la parole à Madame Christina Pellegrin, en charge de ce dossier. Merci, Monsieur le maire. Les opérations de recensement qui auraient dû avoir lieu l'année dernière à cause de Covid n'ont pas pu se dérouler. Donc l'INSEE avait proposé de reporter dans toute la France d'ailleurs le recensement des populations à la date de 2022. Donc cette année, il se déroulera entre le 20 janvier et le 19 février. Et pour leur organisation, qui relève de la responsabilité du maire, l'État accorde à la collectivité une dotation forfaitaire. C'est une dotation forfaitaire de 2 532 € qui va nous permettre de pouvoir rémunérer en partie le personnel affecté au recensement et puis tout ce qui découle derrière, hein, les photocopies, le travail qui est fait au quotidien. Alors, comme tout le monde le sait, le recensement sert à comptabiliser, j'allais dire, et à avoir une sorte de photographie intentée de la population, et je vais y revenir après. Et pour faire ce recensement, nous sommes en train de recruter 3 emplois temporaires d'agents recenseurs vacataires. Ils auront une rémunération nette de 1 € par logement. C'est une proposition qui a été faite, une préconisation qui a été faite par l'INSEE. Alors pourquoi par logement? C'est pour ceux qui se rappellent comment c'était avant. Avant, il y avait une rémunération par logement et par habitant. Sauf qu'aujourd'hui, le maximum de personnes se recensent eux-mêmes. Ils ont un code d'accès, ils se recensent eux-mêmes parce qu'ils sont équipés en informatique et ils savent le faire. Sauf bien sûr quelques exceptions, hein, il y en a toujours. Et du coup, au niveau de la rémunération, il y avait des disproportions importantes entre celui qui va faire un quartier, par exemple un lotissement où il y a beaucoup de gens équipés qui vont faire leur recensement par informatique, il aura très peu de retours de feuilles. Et par contre, celui qui va faire le cœur du village, il aura énormément de retours de feuilles. Donc pour équilibrer le travail, pas tellement, mais surtout les revenus de chacun, il a été décidé de leur donner 1 € par logement, quel que soit le mode de recensement. Juste pour entrer un peu dans le détail, celui qui par exemple aura un quartier où il y aura beaucoup de recensement par Internet, pourra aller du coup donner la main à son collègue qui sera sur un autre quartier, et pour éviter que la personne qui va faire le village, parce que je pense que c'est au cœur du village que ça va être plus compliqué, ne soit débordée. Normalement, ça se passe bien dans les autres villages, il n'y a pas de raison qu'à Montredon, ça ne se passe pas bien. Chaque personne aura une prime nette de 100 € si le taux de recensement par Internet est atteint. Donc, vous avez compris que l'INSEE incite les gens à faire le maximum par Internet parce que ça leur facilite eux aussi le travail, puisque la moulinette se fait automatiquement. Ils auront une indemnité forfaitaire de 120 € pour les 2 demi-journées de formation préalable qui se dérouleront le 4 et le 12 janvier. Ça se déroulera ici à Montredon. Donc on a réussi à les convaincre de faire la formation à Montredon. C'est donc les autres communes qui vont venir à Montredon faire la formation. Il y a Cave, il y a Treilles, il y a une autre commune, Sijan. Voilà. Et donc ces communes vont venir se former avec nos 3 agents recenseurs les 4 et 12 janvier. Ils auront également une indemnité forfaitaire de 350 € qui leur est versée pour les opérations de contrôle qui sont accomplies au terme du recensement, c'est-à-dire le quotidien, le retour des feuilles tous les jours, la présence aux réunions, le pointage des listes.
Et du coup, c'est une indemnité forfaitaire de 350 €. Ils auront aussi une indemnité forfaitaire de 300 € net pour la tournée de reconnaissance qui est prévue entre le 5 janvier et le 11 janvier. Donc tout ça, c'est validé par l'INSEE, hein, ce n'est pas des chiffres qu'on a sortis comme ça. Et les crédits donc, qui correspondent aux mesures évoquées sont prévus au budget. Ils ont déjà été prévus l'an dernier, donc ce sont les mêmes qui ont été reportés. C'est juste l'équilibre qui est un petit peu différent. Voilà, donc il est proposé de procéder au recrutement des 3 agents recenseurs, de les rémunérer selon les modalités que je viens de vous expliquer. Cette délibération avait déjà eu lieu l'année dernière, mais on a besoin de redélibérer cette année. Et avant de vous demander d'approuver cette délibération, je vais juste, pour les personnes qui sont dans le public, pour apporter des précisions, que le recensement, c'est une opération qui est faite dans toute la confidentialité possible. Les personnes ont un devoir de réserve, donc c'est dans la confidentialité. Moi, j'ai été désignée par Monsieur le maire sous son autorité. C'est le maire qui est responsable du recensement. J'ai été désignée coordinateur communal, c'est-à-dire que tout passe par moi. C'est moi qui suis en lien direct avec la plateforme de l'INSEE. Tous les documents sont rangés sous clé. L'INSEE est venu vérifier que l'armoire était bien là, fermée à clé et qu'elle pouvait contenir toutes les feuilles. Il n'y a aucun souci par rapport à ça au niveau de la confidentialité. L'agent recenseur, il recense, il renseigne quand c'est du papier. Quand c'est pas du papier, ça va direct à l'INSEE, c'est de Internet. Il renseigne, il recense, il aide les personnes à remplir le papier quand elles ont des difficultés. Il ramène le document ici. Le document, tous les soirs, il est sous clé. Il n'y a que moi qui aurai la clé avec le maire. Donc il n'y a pas de crainte que les documents disparaissent, s'envolent, se perdent, parce que tous les soirs, je leur demande de ramener les papiers. Il y a aussi un point important qu'il faut relayer, c'est qu'il n'y a aucun lien entre l'INSEE, qui est une photographie territoriale du nombre d'habitants, pour lequel, grâce à ça, donc, on a notre dotation de l'État. Il n'y a aucun lien donc, entre l'INSEE et le Trésor public. Je tiens à le préciser parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent qu'en allant chez eux leur poser des questions, ils ont peur d'avoir quelquefois après un contrôle fiscal. Il n'y a aucun lien, et ça m'a été encore confirmé. Nous, c'est simplement une photographie territoriale et sociétale. Photographie sociétale, pourquoi? Par exemple, sur les modes de vie, sur les modes de chauffage, sur la moyenne d'études des gens, sur les modes de vie, les équipements. Est-ce que les gens sont chauffés à l'électricité, au fioul, au gaz? Ça permet de faire des statistiques pour l'économie, tout simplement. Donc ça, c'est important que vous le sachiez. Voilà, c'est des détails, et souvent la question, elle est posée. Bon, après, la dotation de l'État, elle dépendra du nombre d'habitants que nous avons. Nous avons eu des naissances sur la commune, nous avons eu des décès, mais qui ne sont pas des habitants de Montredon, donc j'ose espérer que ça n'aura pas d'incidence sur le recensement. Malheureusement, on a perdu quelques personnes, effectivement, mais je pense qu'entre les naissances et les décès, je pense que la population, il y a des nouveaux arrivants sur la commune, je pense qu'on va se retrouver avec une commune qui sera peut-être un petit peu plus dense pour l'année prochaine, en fait. Voilà, donc si vous en êtes d'accord, je vous demande d'adopter cette délibération, sauf si vous avez des questions à me poser. Je vais intervenir et je vais passer la parole après. Il faudra que les 3 agents recenseurs soient bien identifiés auprès de la population, que nous communiquions sur leur présentation physique, que les personnes n'aient pas de doute, surtout en janvier, c'est encore une période d'hiver. Il n'y a pas de doute sur... Je peux vous répondre. Les 3 agents recenseurs donc, nous apportent leurs photos. Moi, j'ai eu les 4 cartes, dont la mienne. J'ai eu les 4 cartes officielles que m'a remis l'INSEE. Ces 4 cartes vont être remplies avec le nom, prénom et la photo de l'agent recenseur, y compris pour moi aussi. Bon, je suis peut-être un peu plus connue qu'eux, mais moi, je ne vais pas faire le recenseur. Les élus ne font pas le recensement. L'élu ne fait que transmettre de façon officielle les documents. Donc ils auront chacun une carte avec leur photo. Et effectivement, si on peut faire une communication Facebook, MyMairie et presse pour identifier les personnes qui vont se présenter effectivement chez nos administrés, ça serait très bien. Ils ont aussi des directives de ne pas faire le recensement à leur mode, comme on dit, c'est-à-dire qu'ils ne doivent pas aller chez les gens avant 8 h du matin. On leur demande de respecter la pause méridienne, c'est-à-dire entre midi et 2, sauf quand c'est l'habitant qui demande de venir à l'heure du déjeuner. On leur demande d'arrêter de recenser à partir de 20 h, et on leur demande de ne pas recenser le dimanche. Voilà. Parce que c'est sûr que le samedi et le dimanche, ils ont plus de chances de trouver les gens, mais ils ont les importunent. Donc le samedi matin,
on leur donne effectivement une autorisation, en fait, une opportunité, mais il ne faut pas qu'il y ait d'abus. Voilà. Parfait. J'ai répondu. Merci pour cette présentation complète. Une question? Oui, moi plutôt, oui. Simplement pour remercier Mme Pellegrin pour cette présentation, parce que c'était nécessaire aussi, et puis bon, il y a toujours des craintes quand même de voir des gens arriver chez soi. Voilà. Par contre, juste pour la transparence, pour mieux comprendre, parce qu'il y a du public aussi, ces recrutements se font à l'extérieur. Qui peut être agent recenseur? Est-ce qu'il y a des conditions particulières pour être agent recenseur? Est-ce qu'on peut les recruter dans la commune, ou est-ce que c'est fait auprès d'un organisme extérieur? Voilà. Ça, je peux répondre. Voilà. Donc le recrutement a été lancé en novembre, et je ne vous cache pas que ça a été très compliqué, parce que même si on sait qu'il y a beaucoup de gens au chômage, donc j'ai travaillé en lien avec Pôle emploi, la mission locale. On a fait une communication par la presse qui est passée en week-end, donc elle a dû être pas mal lue. Madame Roussy a fait des publications sur Facebook, sur MyMairie. Nous avons eu assez peu de candidatures. Je dis bien de candidatures qualifiées, parce que pour répondre au recrutement, l'INSEE quand même met des conditions. Il faut que la personne ait une bonne présentation. Quand on entend bonne présentation, on ne lui demande pas de s'habiller en Yves Saint-Laurent. On lui dit juste qu'il faut qu'il soit propre, bien habillé, qu'il ne fasse pas peur aux gens, qu'il inspire confiance. Donc bonne présentation, bonne élocution. Bon, il y a des personnes qui ont postulé qui ne correspondaient pas du tout à ça. Donc on a dû leur... on a dû leur dire que ça ne correspondait pas aux critères. La personne, elle doit avoir un minimum d'instruction. Il faut qu'elle sache lire, qu'elle sache écrire, qu'elle sache compter, qu'elle soit assidue, qu'elle soit rigoureuse, qu'elle ait un téléphone portable. Et elle n'est pas obligée d'habiter la commune. Donc là, il y a 2 agents recenseurs qui habitent la commune, et le troisième qui a vraiment une bonne qualité de recensement. C'est une dame d'ailleurs avec qui on vient de confirmer. C'est une dame de Narbonne. Donc ce sont des personnes qui sont au chômage, qui sont éloignés de l'emploi. Mais il faut savoir que pendant qu'ils font le recensement, ils peuvent continuer à percevoir leurs indemnités. Et on peut aussi, si vous aviez voulu être agent recenseur, vous auriez pu, vous auriez postulé, vous auriez pu, vous êtes à la retraite, vous auriez pu. Et vous auriez été un bon candidat, je pense. Voilà, et donc... On a dit que les élus n'étaient pas... Ah oui, c'est vrai, vous êtes élu, mais oui. Ça n'a échappé à personne, il fait partie du conseil municipal. Non, je suis désolée. Il n'est pas derrière la bande de voilà. Non, mais voilà, donc c'est juste que l'INSEE, quand même, a le regard sur ce qu'on fait. Et l'agent superviseur, voilà, et l'autre jour, j'ai fait une manip sur la plateforme. Je me suis trompée, j'ai mis 2 fois le 12 une rue, et il l'a vu, de suite, il m'a appelé, il m'a dit, vous vous êtes trompé. Effectivement, au lieu de mettre 12 et 12 billes, j'avais mis 2 fois 12. Donc, ils sont dessus quand même. Alors, je pense que c'était important peut-être de le préciser, ne serait-ce que, bon, s'il y a des questions... Oui, mais on a fait vraiment la démarche et la procédure de recrutement la plus large possible. Il n'y a aucune maladresse, c'est pas ça. Ah non, mais je suis parfaitement à l'aise là-dessus. Non, mais c'est pour ça. Il n'y a aucune... C'était Pas d'autres interventions. Donc je vous propose de passer au vote. Merci pour cette présentation complète et les questions qui ont été posées. Qui est contre? Qui s'abstient? C'est approuvé à l'unanimité. Je vous remercie et merci pour cette présentation. Le point numéro 5 concerne les ressources humaines et la création de postes. Et je passe la parole à ma première adjointe, Lise Fournier. Merci, monsieur le maire. Donc, j'ai l'honneur de vous informer... Elle lève son masque pour sa présentation. Pour la compréhension de tous. Du coup, je le laisse en continu. Excusez-moi. Donc, conformément à l'article 34 de la loi du 26 janvier 1984, les emplois de chaque collectivité ou établissement sont créés par l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement. Il appartient donc au conseil municipal de fixer l'effectif des emplois à temps complet et non complet nécessaires au fonctionnement des services, même lorsqu'il s'agit uniquement d'une modification du tableau des emplois pour permettre des avancements de grade, ce qui est le cas ce soir et que je vous propose. Donc, il s'agit de cette modification du tableau des emplois qui a été adoptée par le conseil municipal le 17 février 2021, qu'il convient de modifier, considérant l'avancement au titre de la promotion de 4 de nos techniciens et collègues employés municipaux de la commune. Il est donc nécessaire de créer 3 emplois d'agents de maîtrise territoriaux de catégorie C, filière technique, et 1 emploi d'attaché territorial catégorie A, filière administrative.
Donc c'est par l'avancement de leurs fonctions qu'on doit modifier ce tableau. Donc je vous propose de créer les emplois correspondant à l'avancement, sachant que le tableau sera modifié après la décision du comité technique. Oui, monsieur. J'avais juste une petite question sur cette présentation. On n'est pas sur de l'avancement de grade, on est sur de la promotion interne. Agent de maîtrise et attaché, on est sur de la promotion interne. Voilà. Donc là-dessus, je n'ai aucun souci et c'est très bien d'encourager le déroulement de carrière pour des agents véritables. Ça, c'est parfait. J'avais juste une interrogation. Vous savez que depuis la loi de transformation de la fonction publique de 2019, il y a les lignes directrices de gestion qui se substituent aux commissions administratives paritaires. Et donc, pour toute promotion interne, on doit avoir une lisibilité au niveau de la politique RH de la collectivité sur la mandature. Voilà. Donc, normalement, à partir du 1er janvier 2021, il était prévu des lignes directrices de gestion, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, la collectivité est affiliée au centre de gestion et ces lignes directrices de gestion devaient être vues par un comité technique au centre de gestion et revenir. Voilà, une décision qui serait prise sans cet avis du comité technique au niveau des lignes directrices de gestion serait entachée d'illégalité. Auquel cas, humainement parlant, ce serait dommage pour nous de ne pas aller dans votre sens, mais pour le coup, on ne peut pas acter une délibération qui serait entachée d'illégalité. Voilà, c'est pour ça que je veux savoir, au niveau des lignes directrices de gestion, où nous en sommes. Eh bien, je pense qu'on peut... C'est peut-être maladroit ou je me suis mal... Non, mais c'est tout à fait correct. On était au fait de cette situation. Les lignes directrices de gestion, en fait, comme vous le savez, pas d'ailleurs, Madame Josse, notre chargée de l'organisation des services, est arrivée au 1er janvier 2021. Donc, pour le 1er janvier 2021, ça n'a pas pu être mis en place. Ça va être mis en place très prochainement. De toute façon, le comité directeur a validé les promotions internes. Le comité technique a validé les promotions. Elles ne sont donc forcément pas entachées d'illégalité. Elles ont été publiées d'ailleurs. Tout un chacun pouvait aller sur le site du comité de CDG. Du CDG, merci, et voir que tous nos employés n'ont pas été promus, malheureusement. Nous avions fait des demandes qui n'ont pas été validées cette année. Nous l'espérons pour l'année prochaine. Mais en effet, les lignes directrices de gestion seront revues dès le début de cette année. Parce que ce serait dommage qu'il y ait un recours sur l'agent. Tout à fait. Voilà. Je vais passer la parole à Madame Josse, si vous voulez nous apporter quelques précisions plus techniques. Effectivement, en complément des propos de Madame Fournier, donc je vous confirme que les lignes directrices de gestion ont été partiellement écrites et validées en comité technique au mois d'octobre, puisqu'il n'était évidemment pas question de bloquer l'avancement des agents. Le centre de gestion nous a validé la première partie rédigée et nous avons pour objectif de les compléter d'ici le premier semestre 2022. Voilà, donc en ce qui concerne les avancements en promotion interne, nous sommes parfaitement dans la légalité et la délibération prise ce soir répond complètement à nos écritures dans la LDG. Merci pour ces précisions. Je pense que c'était important là aussi parce que... Parfait. Est-ce qu'il y a d'autres interventions, d'autres questions? Dans ce cas-là, je vous propose de procéder au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? À l'unanimité, c'est adopté. Je vous remercie. La délibération qui suit, c'est le corollaire, ou c'est la suite, ou plutôt la conséquence de la précédente. Et je passe à nouveau la parole à Madame Fournier. Merci, Monsieur le maire. Bon, là, je serai encore plus succincte et rapide dans mes explications, parce qu'en effet, comme vient de dire Monsieur le maire très justement, la modification donc des emplois engendre la modification du tableau des effectifs de la commune, donc qui sera modifié très précisément en fonction donc, des 3 emplois d'agent de maîtrise et de l'emploi d'attaché territorial. Voilà, donc je vous remercie donc de valider la modification du tableau des effectifs en ce sens. Pas d'intervention, procédons au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? C'est approuvé à l'unanimité, je vous remercie. Le point numéro 7 de l'ordre du jour concerne l'urbanisme.
mission de centre ancien et la création d'une aide complémentaire de la commune. Je passe la parole à mon adjoint à l'urbanisme au cadre de vie, Monsieur Jean-François Cide. Merci, Monsieur le maire. Dans le cadre de l'opération rénovation façade du Grand Narbonne, le nouveau linéaire pour les années 2022-2025 sur la commune de Montredon, vous l'avez sur l'écran, a été validé lors du conseil communautaire du 9 décembre 2021. Alors pour rappel, le Grand Narbonne subventionne à hauteur de 60% du montant des travaux de rénovation de façade sur le périmètre du centre ancien de notre commune. Afin de donner un coup de pouce supplémentaire à cette aide, la municipalité a décidé d'octroyer une subvention additionnelle de 12% du montant de ces travaux, dans la limite de 2 000 euros. Alors ces 2 000 euros, ça correspond à 12% pour une façade de 100 mètres carrés. Je vous propose de valider cette résolution. Alors, avant cela, une petite précision. Ce périmètre du Grand Narbonne est différent, il s'applique de 2022 à 2025. Il est différent de celui qui était en cours jusqu'à présent, parce que de plus en plus de communes veulent participer à cette opération. Et donc, le Grand Narbonne a décidé de limiter le périmètre à 50 parcelles par commune. Donc là, on est à peu près à 60 ou 65 parcelles. On n'a pas pu étendre le périmètre au-delà, mais l'action qui est voulue par la municipalité, c'est de dire en plus des 60%, on rajoute 12% la commune. On porte donc l'aide à 72%. Il ne reste donc plus que 28% pour le particulier. On va donc avoir une démarche incitative en écrivant et en essayant de convaincre les personnes qui ont une façade à rénover, bien sûr. Il ne s'agit pas de forcer les gens alors que la façade est en bon état, mais d'expliquer tout l'intérêt et qui n'est pas uniquement esthétique, qui a un véritable intérêt en termes d'isolation, en termes de bien-être de la maison. Voilà, donc si vous en êtes d'accord, suite au conseil communautaire de jeudi 9 décembre, on peut pousser le curseur plus loin à Montredon en portant de 60 à 72% l'aide globale pour les administrés. Est-ce que vous avez des questions? Une question? Oui, juste en termes de rénovation de façade, on entend le crédit ou également les ouvertures et autres. Tout. Tout, hein, d'accord. On va même jusqu'à cacher les climatisations. On va même jusqu'à cacher les volets roulants. Les coffrets des volets roulants. On va même jusqu'à cacher certains équipements électriques qui sont sur les façades. Voilà, donc, et ces façades sont rénovées traditionnellement à la chaux, comme c'était fait, et elles ne sont pas peintes avec de la peinture, mais avec du badigeon. Ça permet... Ouais, ça, voilà. Vous avez l'exemple derrière nous. Bon, tout le monde connaît la maison qui se situe en face de l'église. Vous voyez le travail qui a été fait, et notamment les coffrets des volets roulants qui ont été cachés. Et sur le côté droit, on ne le voit pas, mais là, il y a même le climatiseur qui a été caché. Voilà. Et là, on est sur du 60% d'aide du Grand Narbonne. Bien. Pas d'autres questions? Ça peut se cumuler avec des aides sur l'isolation et autres, puisque là, s'il y a des modifications au niveau des ouvertures, on peut aller jusqu'à des gens qui ont des simples vitrages, on peut aller sur du vitrage et autres. Ça se cumule ou c'est à part? Oui, parce que c'est pas pareil. C'est pas les mêmes, donc, en fait, les mêmes organismes qui vont proposer les dans la solutions. mobilisation des personnes, on peut aller à expliquer qu'il y a d'autres possibilités que la rénovation façade. Ça s'arrête pas là. Avec ma prime rénov', effectivement, il peut y avoir des aides complémentaires. Allez, on va procéder au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? C'est approuvé à l'unanimité. Je vous remercie. Merci Jean-François pour votre présentation. Merci. Vous restez au micro, si je puis dire, avec la délibération numéro 8 qui concerne notre patrimoine à préserver. Alors la commune de Montredon souhaite mettre en valeur et faire reconnaître son patrimoine historique remarquable, que sont les sources de fond froide. Les sources de fond froide sont composées des sources de Saint-Pierre d'Esclar, la source du Duc et la source de l'Oriole, ainsi que de toutes leurs dépendances, dont nos célèbres Montjoie. En patois, les Montjoie.
Pour cela, nous devons faire inscrire ces richesses auprès de la Direction régionale des affaires culturelles d'Occitanie. Cette reconnaissance obtenue permettrait de faire connaître l'histoire de cet ensemble exceptionnel et rarissime via son recensement. De plus, elle ouvre droit aux subventions pour restaurer, rénover et réhabiliter ces édifices en collaboration avec la DRAC, donc la Direction régionale des affaires culturelles, et de l'architecte des bâtiments de France. Je vous propose d'autoriser Monsieur le maire à déposer une demande d'inscription au titre des monuments historiques, des sources de Fontfroide et de toutes ses annexes. Parfait. Une question? Oui, juste une question de principe. Là, on est sur une partie de la commune. Est-ce qu'il y a eu un recensement, s'il y a d'autres monuments historiques au niveau de la commune, auquel cas ça participerait d'un ensemble plus large après, dans un deuxième temps? Alors, effectivement, on a le célèbre château de Castellas, son église qui est en dessous, on a les tours, bon, celle-là est classée, est inscrite, pardon. On en a une autre sur le massif des Combes. J'ai interrogé la famille de Scorail, pour le moment ils n'ont pas donné suite, donc ils se font un peu de souci de savoir s'ils n'auront pas trop d'obligations à ce que leur patrimoine soit inscrit. Donc on est sur un schéma plus large de valorisation des Tout à monuments fait. historiques de la commune. S'ils le souhaitent, nous poursuivons avec le château du Castellas et tout le reste qui appartient à la famille de Scorail. Qui est contre? Je précise que toutes ces sources et tous ces Montjoy sont à la commune. C'est bien de la propriété de la commune de Montredon. Allez, on va procéder au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? À l'unanimité, je vous remercie. Alors, le point numéro 9, je vais demander à M. Bruno Cide de bien vouloir s'abstenir. Il y a confusion de personnes. Il s'agit bien de Bruno De Vic. Bruno va nous quitter ponctuellement le temps de cette délibération, car il est concerné en tant que membre du syndicat d'initiative des vignerons montredonnais. Ce syndicat a sollicité la commune afin d'implanter une aire de lavage. Cette aire de lavage a d'ores et déjà été créée. Pour autant, cette aire de lavage est sur une parcelle qui s'appelle la parcelle AZ54, qui est toujours la propriété du Grand Narbonne. Car le Grand Narbonne avait envisagé dès 2018 de vendre à la commune de Montredon cette parcelle de 3600 mètres carrés, 1 euro le mètre carré, soit 3600 euros. Et malheureusement, il y a eu un certain nombre d'erreurs qui ont été commises. Le Grand Narbonne a déclassé le bien de son domaine public au domaine privé pour pouvoir faire la vente, mais n'avait pas désaffecté le bien de son usage au niveau de l'aire de lavage, au niveau de au niveau de la station d'épuration. Donc, une deuxième délibération du Grand Narbonne avait été faite, dans laquelle il désaffectait le terrain de son usage pour la station d'épuration et le déclassait du domaine public au domaine privé pour pouvoir le vendre. Dans un même temps, l'ancienne municipalité avait délibéré pour faire effectivement cette acquisition aux conditions fixées de 3600 m² à 3600 euros. Aujourd'hui, cette vente ne s'est toujours pas réalisée et c'est malheureux. Donc j'ai attiré l'attention du Grand Narbonne sur l'impérieuse nécessité de signer cet acte rapidement. À ce niveau-là, de nouvelles interrogations se sont fait jour, notamment en termes de servitude de passage, en termes de servitude technique, et notamment, tout dernièrement, il y a encore une semaine, la préemption de la SAFER était fort close parce qu'elle était trop ancienne. Donc il faut réinterroger la SAFER au niveau de cette vente entre le Grand Narbonne et la commune de Montredon pour savoir s'il n'y a pas de préemption. Il n'y en aura pas, mais bon, il faut quand même passer ce cap qui dure entre 2 et 3 mois.
Pour autant, nous voulons respecter l'engagement de la précédente municipalité d'installer le syndicat d'initiative des vignerons Montredonnais dès lors que nous serons réellement propriétaires, après l'acte de vente entre le Grand Narbonne et la commune de Montredon, signer ce qu'on appelle un bail amphithéotique. Un bail amphithéotique est un bail qui octroie des droits très importants à son preneur entre 18 et 99 ans. Je vous propose d'octroyer un bail de 99 ans à cette association, le syndicat d'initiative des vignerons Montredonnais. Conformément aux engagements pris par l'ancienne municipalité, je vous propose aussi de fixer la redevance annuelle à 120 €, 10 € par mois, avec une indexation annuelle sur l'indice du coût de la construction à la date anniversaire du bail qui sera signé. Cette redevance sera payable d'avance en début d'année. Enfin, les conditions du bail fixeront l'état dans lequel la parcelle sera rendue au terme du bail dans 99 ans. À choisir entre remise en l'état ou maintien en l'état actuel, enfin en l'état futur, dans 99 ans. Voilà, donc je vous demande de délibérer, de m'autoriser à signer un bail amphithéotique avec l'association, suivant les modalités que je vous ai fixées, donc 99 ans et 120 € par an, dès lors que l'acte de vente aura été conclu avec le Grand Narbonne. Et donc de m'autoriser à signer tous les documents afférents à cette délibération. Est-ce que vous avez des questions? Pas de questions? Je vous propose de passer au vote. Donc on a noté que M. Devic n'était pas présent pour ce vote, n'est-ce pas, mesdames les secrétaires? Oui. Qui est contre? Qui s'abstient? C'est approuvé à l'unanimité. Je vous remercie. Point numéro 10. On va rappeler monsieur... Là, je m'en veux. Monsieur Devic. Inscrit dans l'ordre du jour. Monsieur Devic regagne sa place. Et monsieur Sid n'a jamais quitté son fauteuil. Pas d'erreur, hein? Alors, le point numéro 10 concerne encore le Grand Narbonne, décidément, avec une convention sur le réseau de lecture. Et je passe la parole à Madame Fournier, qui est adjointe à la culture aussi. Merci, Monsieur le maire. Donc, conformément à l'article L5216-5-2 du Code général des collectivités territoriales et de la délibération du Conseil communautaire numéro 56 en date du 26 mai 2003, portant définition de l'intérêt communautaire, la médiathèque de Narbonne relève de la compétence du Grand Narbonne depuis le 1er septembre 2003. Afin de délivrer le même niveau de service à tous les habitants du Grand Narbonne, celui-ci a souhaité mettre en complémentarité la médiathèque du Grand Narbonne avec les autres structures de lecture publique situées sur le territoire. Montredon des Corbières adhère depuis 2017 et bénéficie à cet effet d'un site internet, d'un agenda culturel partagé, des ressources numériques en ligne et d'un catalogue informatique partagé. Les services du réseau de lecture publique comprennent également une carte unique de lecteur ainsi qu'une navette permettant d'acheminer les documents à la demande des usagers de la médiathèque du Grand Narbonne vers les autres bibliothèques. Considérant que 2 autres communes du Grand Narbonne ont décidé de rejoindre ce système, la convention doit être renouvelée. Cette fois, elle sera conclue pour une durée triennale. Je vous propose donc de renouveler l'adhésion à cette convention ainsi qu'au règlement associé. Monsieur le maire. Pas de questions? Je vous propose de procéder au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? C'est approuvé à l'unanimité et je vous remercie. Merci Madame Fournier. Alors, le point suivant, c'est le point numéro 11. Il s'agit d'une acquisition foncière. Alors, vous le savez, dans nos engagements électoraux, nous avons mis en avant notre volonté d'avoir des commerces de proximité au cœur de notre village. L'attractivité de notre zone d'économie, notre zone d'activité, fait que beaucoup de commerces, et on va en parler ensuite en information municipale, beaucoup de commerces souhaitent s'installer prioritairement sur notre zone. Pour autant, nous souhaitons qu'il y ait à nouveau
un tissu économique de commerce de proximité au cœur du village. Depuis quelques mois, nous discutons avec le propriétaire de l'ancienne boulangerie face à l'église sur son projet. Il avait pour projet initial, avec un permis qui était à son terme en octobre 2021, de raser le bâtiment pour en faire un immeuble avec 4 appartements. Et il avait des difficultés dans le bouclage de cette opération, notamment pour la revente à la découpe ou la mise en location. On y a proposé donc qu'une partie du bâtiment, l'ancien lieu de vente de la boulangerie, à peu près 25 mètres carrés, soit réservée à un point de vente du boulanger de la boulangerie du Castellas qui s'est installé sur la zone, M. Soulier, l'artisan boulanger de qualité, qui puisse venir à sa demande d'ailleurs, vendre son pain et des viennoiseries le matin et d'avoir un point de vente au cœur du village. Tout récemment, M. Cutillas, le propriétaire du bâtiment, nous a informé de sa volonté de vendre le bâtiment. Il avait même pris contact avec un couple d'administrés de la commune pour faire cette vente. Et j'ai porté la réflexion auprès de mes adjoints pour leur dire que selon moi, et c'est un avis qu'ils ont partagé, c'était un lieu stratégique, c'était un lieu important et qu'on ne pouvait pas prendre le risque d'avoir une initiative privée qui allait gérer cette mise en location, cette mise à disposition pour le boulanger et qui avait un risque que cela ne se réalise pas. Le passé récent nous a prouvé que parfois des initiatives privées n'étaient pas suffisamment efficaces ou suffisamment rapides. Donc, étant donné qu'un prix de vente avait été envisagé entre le vendeur et ce couple d'administrés, j'ai proposé en bureau communal, et j'en ai parlé ensuite à d'autres élus, que la commune se porte acquéreur de ce bâtiment, aux mêmes conditions bien sûr, sans avoir à attendre la signature de l'acte et de faire ensuite jouer notre droit naturel de préemption, mais de nous porter candidat à cette acquisition. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, je vous propose cette délibération pour acheter au prix de 70 000 € cette parcelle qui est la parcelle AA65, qui est donc au 1 place de l'église. Il s'agit d'une parcelle de 131 mètres carrés. Elle correspond à la partie de la boulangerie depuis l'espace de vente en remontant jusqu'à la partie qui est en rez-de-chaussée ou en R+1. Ce n'est pas la deuxième partie qui, elle, est une autre parcelle. C'est la première parcelle. Voilà, l'objectif de l'acquisition de cette parcelle est d'amener rapidement un point de vente boulangerie et d'avoir une autre activité commerciale sur le cœur du village. Voilà, j'en ai terminé de ma présentation. Est-ce que vous avez des questions? Questions? Juste une observation, merci. L'audit financier qui s'était, à votre demande, qui avait été réalisé à l'issue des élections, avait évoqué le principe d'un mandat de gestion. Voilà. Donc là, on est sur un coût qui est quand même relativement conséquent pour la commune. Et je crois qu'il s'agit effectivement d'une réelle opportunité aussi de pouvoir maintenir la dynamisation du cœur du village. Et c'est important aussi de signaler ce point pour tous les Morodonnais quand même, puisque c'est vraiment cet endroit-là. Je pense qu'après, il y aura peut-être un schéma plus large au niveau de la circulation. Je m'en rends compte aussi des difficultés de stationnement, de circulation. Il y a un schéma plus large. Peut-être aussi envisager, je pense que vous l'avez fait ou vous le ferez, une pharmacie. Voilà. Aujourd'hui, on a, alors je sais que c'est un peu plus compliqué au niveau de la réalisation de ce... Mais c'est vrai qu'on a aujourd'hui un hôpital, on a des médecins, on a quand même une volonté d'avoir... et c'est vrai qu'une pharmacie, ça serait bien aussi. Aujourd'hui, on fait quand même 9 à 10 km pour aller voir une pharmacie, c'est un peu dommage. Peut-être avoir ultérieurement, si vous avez des négociations à mener ou autres. Voilà. Mais bon, sinon, on est tout à fait favorable effectivement à la dynamisation. C'est pour ça qu'on est, malgré le coût, tout à fait volontaire dans ce dossier. Exactement, il s'agit d'un investissement pour l'avenir des Morodonnais
Après, il est facile d'acheter un bâtiment, de le rénover et de le louer à un tarif très attractif pour un commerçant qui vendrait du pain et des croissants. Après, une pharmacie, bien évidemment, vous le savez autant que moi, c'est beaucoup plus compliqué. Il y a des gens qui le savent encore mieux dans le public. On n'installe pas une pharmacie par simple volonté. Il y a une cartographie, il y a un schéma, et voilà. On travaille déjà à la réalisation de notre maison médicale pluridisciplinaire pour sortir les médecins des bungalows où les avait confinés l'ancienne municipalité. Nous, on va mettre en place donc une belle salle vraiment de qualité, mais après, une pharmacie, bien sûr, ça c'est un autre échelon. Ce bâtiment pourra également bénéficier de la rénovation du centre ancien. On est tout à fait sur le périmètre. Non seulement on a le périmètre action façade, mais on a aussi le périmètre d'aide pour les créations on est porté de 10 à 15 000 euros, car on est dans le périmètre ancien. L'aide du Grand Narbonne est accentuée par rapport à ce commerce. Sachant que ce commerce devra répondre à toutes les mesures en termes d'accessibilité, PMR. On ne peut plus avoir le schéma qu'on avait dans les années 80 avec une marche, avec une porte qui fait 60 cm de large. Forcément, on sera sur l'accessibilité. Le coût qui est évoqué, c'est celui de l'acquisition. Tout à fait. Donc la rénovation intérieure, ce sera dans un deuxième temps. Exactement. Là, pour l'instant, plutôt que de préempter, nous avons fait la proposition et on a besoin d'avoir l'accord du conseil pour acheter ce bâtiment. Bon, 131 mètres carrés pour 70 000 euros, c'est 500 euros du mètre carré. C'est tout à fait cohérent par rapport à de la rénovation, bâtiment rénové dans de l'ancien, à Montredon, dont les prix, je peux vous le confirmer, sont très haussiers. Pas d'autres interventions? Votons. Qui est contre? Qui s'abstient? C'est approuvé à l'unanimité. Je vous remercie. C'est un beau projet qui se profile à l'horizon. La délibération numéro 12, c'est aussi une acquisition, mais là avec un coût bien moindre. Il s'agit de l'acquisition d'une partie de la parcelle AY22. Elle doit être derrière moi. Voilà. Alors, de quoi s'agit-il? Tout le monde connaît l'ancienne Viale Menuiserie à Montredon, sur la zone. Désormais, ce bâtiment a été rénové. Il va être mis à la location. Et son propriétaire est venu à notre rencontre pour nous informer que sa parcelle arrivait jusqu'à ras de la départementale. Donc, ce monsieur est propriétaire de la rue, des emplacements de stationnement, des lampadaires. Donc, en fait, quand on passe sur l'avenue de Loite, on passe sur le périmètre de cette SCI, ce qui est tout à fait étonnant. Donc, comme il est en train de découper son bâtiment au niveau parcellaire pour pouvoir mettre en location ou vendre des cellules commerciales, il a fait un découpage avec un géomètre et nous propose d'acheter pour 1 euro symbolique ce qui semble être déjà à nous, c'est-à-dire le domaine routier, donc 1474 mètres carrés au 232 avenue de Loite. Alors, il n'y a pas encore de numéro de parcelle parce que le géomètre a fait le découpage, mais pas encore la division. C'est une partie de la AY22 qui nous propose d'acquérir pour l'euro symbolique et de prendre à notre charge, bien sûr, les frais de notaire, les droits de mutation chez le notaire, tout simplement. Voilà pour cette régularisation d'une situation qui, forcément, est un peu étonnante puisqu'il est propriétaire d'une partie de la route. Question? Là, c'est une régularisation, mais aussi si les autres structures sont dans la même situation, oui, voilà. Tout à côté, AY18, AY19 sont bien de la commune. Ah, voilà, c'est le seul. C'est le seul qui empiète. Quoi? On le voit ici. Vous voyez? En fait, c'est ma faute. Ma faute. Faut frôler mais pas toucher. Ouais, faut frôler mais pas toucher. En fait, vous voyez, c'est ça. En fait, ça va jusqu'à la route, alors que les autres ont une hors du chêne. Bon. Quoi qu'il en soit, ça a été vérifié et donc on n'est pas à l'abri de découvrir encore quelques incongruités. Bon, mais là, on régularise et je pense que pour 1 euro les 1474 mètres carrés,
ça ne grèvera pas le budget de la commune. Pas d'autres interventions. Qui est contre? Qui s'abstient? C'est approuvé à l'unanimité. Je vous remercie pour tous ces dossiers qui ont été approuvés à l'unanimité ce soir. En information municipale, je voudrais compléter ce qui a été dit avec 2 points. On commence par le PLU dans l'ordre, c'est ça? Oui. Bien. Alors, aujourd'hui, je décide de signer un arrêté municipal de modification de notre plan local d'urbanisme. Je vais même le faire devant vous, comme ça vous en serez tous témoins. À partir de cet arrêté, va s'ouvrir une procédure de consultation, une procédure avec un commissaire enquêteur pour une 5e modification simplifiée de notre plan local d'urbanisme. L'objectif de cette modification est double. Le premier, il est assez simple. Il s'agit de répondre à la demande d'Alenis pour le pôle santé de Montredon, parce que le plan local d'urbanisme a des contraintes en termes d'alignement, notamment de retrait de 5 mètres par rapport aux voiries, et ils sont en difficulté par rapport aux parcelles qui leur restent à commercialiser. Donc ils nous ont fait une demande très spécifique de manière à modifier cette partie de réglementation. C'est très technique. La deuxième, c'est vraiment une décision qui est portée par la commune, c'est la volonté de rendre nos zones d'activité attractives pour de nouvelles entreprises, et notamment des services à la personne. Nous avons été contactés par une chaîne de commerce qui souhaite installer un petit supermarché. Alors je dis petit parce que c'est 900 mètres carrés, c'est des surfaces assez réduites, avec une station de lavage et une station de service à côté du rond-point, de manière à avoir, à partir de là, entre le restaurant de restauration rapide, le boulanger du Castellas, les chocolatiers Qatar et ce commerce, d'avoir vraiment une activité qui est portée dans l'intérêt des Montredonnais. En plus de ça, il y a 40 emplois à la clé, qui sont des emplois peu qualifiés, ou en tout cas à formation dans l'entreprise. Et donc tout ça, c'est très positif, et ça éviterait aux Montredonnais d'aller chaque fois à Narbonne pour aller récupérer des denrées. Cette chaîne est très attachée à avoir des circuits courts, c'est-à-dire notamment en termes de vente de vin, de vente de produits, de mettre en avant les produits locaux. Donc cette enseigne, pour s'installer, elle, comme d'autres, parce qu'il ne s'agit pas de faire un découpage à la tête du client, a besoin d'avoir une modification de notre plan local d'urbanisme. Notre PLU, qui gère la zone, interdit les commerces de plus de 300 mètres carrés dans la vente de détail. Ce qui veut dire que pour eux, comme pour le propriétaire du bâtiment dont on a parlé tout à l'heure, qui nous vend pour 1 euro la partie de la rue, lui qui prévoit de faire des cellules commerciales de 1000 mètres carrés dans son bâtiment, 3 cellules de 1000 mètres carrés, il ne peut actuellement les louer ou les vendre qu'à des entreprises qui répondent aux exigences du PLU. Et ça interdit les magasins de vente de chaussures, les magasins de vente de vêtements, les magasins de vente de sport, d'articles de sport, de vélos. Voilà. Donc, avec cette modification, qui est très ponctuelle, hein, je tiens à le préciser, parce que pour que cette modification soit compatible avec le SCOT et aux exigences fixées par le Grand Narbonne, qui est gestionnaire de la zone, il nous faut avoir des exceptions ponctuelles. On ne peut pas dire que toute la zone devient une zone commerciale. Donc, un travail est fait avec notre bureau d'études Gaxieux, qui fixe les conditions. Il y aura donc un commissaire enquêteur, et d'ici le mois de juin 2022, vous aurez avec moi à délibérer sur la fin de cette procédure. Mais tout va être bien normé, de manière à permettre l'arrivée de ceux ou de ces commerces
donc de part et d'autre de la départementale, qui serait vraiment un atout pour nous, en termes d'emploi, en termes de services pour les Morodonnais, mais aussi pour améliorer l'aspect de nos zones d'activité. Nous avons des zones d'activité qui sont anciennes, qui ont été toujours dirigées vers le transport frigorifique, le transport de poids lourds, les casses automobiles. Désormais, l'objectif qu'on se fixe, nous, d'ici 2030, par exemple, c'est d'avoir une zone d'activité qui évolue vers plus de services à la personne, plus d'emplois et aussi plus de taxes foncières pour la commune. Parce qu'un bâtiment qui occupe 80 ou 90% d'une parcelle, c'est toujours plus intéressant qu'un entrepôt avec 150 poids lourds. Voilà, j'en ai terminé de cette présentation. Donc aujourd'hui, 15 décembre, nous allons initier ce processus. Ce n'est pas un vote, c'est un arrêté que prend le maire. Je vous en informe de cette signature. Non seulement je vous en informe, mais je vais signer l'arrêté devant vous, comme ça vous en serez tous les garants et les témoins. Et ensuite, il sera publié en annonce légale, bien sûr, dans la presse. Alors, ce n'est pas un article de presse, c'est vraiment une annonce légale dans la catégorie. Et on initie donc le programme avec la suite qui va être donnée. Voilà. Donc, c'était une information, il n'y a pas de vote, il n'y a pas de débat, mais je voulais vous informer de cette décision et je procède à la signature de l'arrêté. Ah, mais en plus, je suis photographié, alors je me redresse alors. Hein. Voilà. C'est bon ? Voilà. Allez. J'ai le masque, comme ça, on se souviendra que c'était en 2021. Parfait. Il y a une deuxième information municipale que je voulais vous... merci. Deuxième information municipale que je voulais vous faire parvenir. Ça aussi, c'est très important. Il s'agit du plan de circulation et de stationnement du village. Vous savez que c'est un engagement que nous avons pris. C'est quelque chose sur lequel travaille Franck Diloiré, adjoint à la sécurité publique et aux mobilités depuis 1 an. Alors, les Morodonnais n'ont pas vu encore les fruits de ce travail. Ce soir, Franck Diloiré va présenter quelques éléments. Ensuite, du 1er au 31 janvier, il va y avoir une procédure de consultation qui va être lancée. Tous les Morodonnais vont recevoir le plan de cette phase 1 qui va être mis en place. Il y aura un cahier de consultation en mairie. Il y aura un cahier de concertation. Toute personne qui voudra mettre ces informations pourra le faire. C'est des procédures qui ne sont absolument pas obligatoires. C'est nous qui avons décidé de mettre ça en avant. Monsieur Diloiré a déjà travaillé avec une commission locale. Il y a en plus des élus, il y a des administrés qui font partie de cette commission, des gens expérimentés. Il y a eu un porte-à-porte qui a été fait. Il y a une étude avec la TD11, avec Axieux. J'en ai trop dit, je passe la parole à monsieur Diloiré. Merci monsieur le maire. Donc je vais vous faire une présentation de ce plan de circulation qui est en fait une première phase d'aménagement. Je ne sais pas si vous arrivez à voir de loin pour le public. Donc ça concerne essentiellement le cœur du village avec le passage en sens unique de la rue de la République en partant de Vival, excusez-moi je me lève, en partant de Vival jusqu'à la rue de la Fontaine. On repart de la rue de la Fontaine jusqu'à la rue du Puy-Neuf, là on reste en double sens. Et on repart de la rue de la Fontaine jusqu'au parking boulevard Ferrou. Donc passage en sens unique, avec 4 rues que je passe aussi en sens unique, perpendiculaires à la rue de la République, et qui sont la rue Julio-Curie, la rue du Commerce, la rue Victor Hugo et la rue de la Martine. Vous pouvez voir également des carrés bleus. Ces carrés bleus, c'est ce qu'on appelle une zone de rencontre. Et comme l'indique ce pavé, où vous avez un grand piéton, un petit vélo et une voiture, reste prioritaire dans cette zone de rencontre le piéton, ensuite le cycliste et ensuite l'automobiliste dont la vitesse est limitée à 20 km/h. Voilà. Une petite particularité, on est en sens unique, mais là le vélo peut rouler en sens interdit. Voilà. C'est autorisé dans cette zone de rencontre. Voilà, on peut continuer.
le reste, comme ça, nous verrons la présentation. Voilà, donc la zone de rencontre, comme je vous disais, c'est une zone affectée à la circulation de tous les usagers. Les piétons sont autorisés à circuler sur la chaussée, bien sûr, et la vitesse est limitée à 20 km/h. Dans cette zone de rencontre, toujours pareil, le stationnement est interdit, sauf dans les endroits qui sont vraiment marqués. S'il n'y a pas de zone de marquage, le stationnement est interdit. Voilà. C'est bon. Donc là, on est à l'entrée du carrefour de Vival. Il manque encore l'esquisse qui sera réalisée par le cabinet Gaxieux, où il va essayer de réduire ce carrefour pour éviter que trop de poids lourds s'engagent, puisque c'est vrai que notre commune est interdite aux 3,5 tonnes, sauf dessertes locales, mais malgré tout, il y a des gars qui, avec des GPS voitures, arrivent à s'engager. Donc ça, on va essayer de le réduire. Enfin, ils vont le réduire, c'est leur travail, de toute façon. Voilà. Donc le sens unique débute ici. Donc après, on poursuit. On va créer 2 places de stationnement avec des poses jardinières, puisqu'on veut quand même de la végétaliser, en fait. Voilà, donc on démarre le sens unique ici, avec le panneau zone de rencontre. Ce patchwork au sol que l'on verra et qu'on rencontre déjà dans la commune de Névian pour ceux qui y vont, où là vraiment débute la zone de rencontre. Voilà. On arrive au carrefour de Faubourg, à droite dans la rue du Commerce qui sera en sens unique. On crée un stop ici pour, au cas où des gens voudraient accélérer, malgré soit limité à 20, pour vraiment stopper et pour que les gens qui dépendent de la rue du Faubourg prennent droit à gauche aisément. Voilà, donc là, la rue du Commerce, avec création d'une place publique et non privée, avec de part et d'autre de la végétalisation également. Voilà, donc là, on a un passe Michelet, avec le sens interdit qui sera au niveau de l'étroitesse également, et où les gens de l'impasse Michelet pourront sortir et rentrer aisément également. Voilà, on descend la rue du Faubourg et là, on tourne à gauche, avec une interdiction, bien sûr, de tourner à droite, sauf pour les vélos s'il y en a. Voilà, on arrive rue de la Fontaine. Là aussi, une esquisse va être réalisée par cabinet Gaxieux pour végétaliser ce coin-là, en fait, et pour éviter le stationnement un peu anarchique qu'il pourrait y avoir et gêner la circulation. Donc on repart à gauche sur la rue de la République en double sens. Là, voilà, c'est pour vous montrer que cet espace-là, quand même, est assez restreint, donc ça sera bien sûr en sens interdit. Et donc là, on arrive au niveau de la rue du Puy-Neuf. Vous avez qu'actuellement, c'est barré. Lorsqu'on pourra libérer cette voie, on va créer une voie douce, en fait, avec 2 barrières amovibles, en amont et en aval, où là pourront circuler quand même les piétons, les vélos et bien sûr les PMA. Voilà. Donc, voie sans issue avec le petit vélo et le petit piéton. Voie sans issue parce qu'il y a bien sûr des riverains qui pourront descendre et monter aisément également. À droite, on poursuit la rue de la République, donc devant chez M. Avilès, et jusqu'au parking, avec une création de places de stationnement, environ 10. J'ai compté 10 places, on peut les mettre aisément. Et donc ensuite, on arrive jusqu'au parking de... Voilà, donc ça c'est la rue du Puy-Neuf, avec les espèces de barrières qu'on pourra mettre, amovibles, bien sûr. Voilà, les créations de places de stationnement que nous mettrons dans la rue de la République. Environ 10, j'avais compté. Voilà, pour arriver juste au niveau du parking. Je continue, s'il te plaît. Voilà. Où là, bien sûr, à l'opposé, on aura un sens interdit et où les gens pourront arriver et rentrer dans le parking aussi facilement. Voilà. Donc c'est bien une première phase d'aménagement avec priorité. Donc c'était la rue de la République et ces rues-là que je vous ai expliquées. Je ne sais pas s'il y a des questions. Voilà, donc on se retrouvera dans cette configuration-là. Alors, ces éléments qui sont diffusés là seront sur l'application MyMorodon, qui seront sur un cahier consultable à mairie, qui est déjà, mais bon, on fait la phase officielle du 1er janvier au 31 janvier, de manière à ce que tous les Morodonnais reçoivent le plan dans la boîte aux lettres avant le 31 décembre, pour qu'ils puissent venir ensuite consulter toutes les pages, éventuellement faire des observations sur le cahier, et ensuite la mise en application de cette phase 1. Alors ça s'appelle phase 1 parce qu'effectivement on ne va pas s'arrêter là. Il y aura ensuite à traiter Émile Puit, Faubourg et d'autres axes compliqués. Mais là, cette artère dans laquelle tout le monde consent qu'on ne peut pas se croiser, évidemment, puisque
il était vraiment important d'avoir cette volonté de créer ce sens unique et cet espace partagé. Ça, c'est aussi très important. C'est-à-dire que depuis le Fournas, on pourra, avec la rue du Puy-Neuf qui sera réservée aux piétons, aux vélos, aux PMR et même aux vélos cargo quand ils arriveront en expérimentation le 24 janvier, on pourra passer par là et rejoindre l'espace protégé au cœur du village où les voitures rouleront à 20 km/h, les piétons et les cyclistes seront prioritaires. Voilà. Un point important, si vous permettez, monsieur le maire, dans ce sens interdit, enfin ce sens unique a été choisi, surtout pour le passage des camions poubelles, vous le savez, qui rentrent par Vival, tournent à Faubourg, mais qui ne peuvent pas revenir et qui redescendent par le Bugat. Voilà. On n'aurait pas pu le mettre dans l'autre sens, sinon les camions poubelles n'auraient pu jamais passer. Voilà, c'était le dernier. Oui. C'est peut-être un peu tôt. La largeur par rapport au stationnement, justement, oui. Il va y avoir des stationnements créés. La largeur d'un poubelle permet quand même, peut quand même. Alors, à quel niveau, monsieur Martinez puisque là, le stationnement, il sera simplement. Il y a 2 places à création au niveau du Vival. Ouais. Une voie engin, c'est 3 mètres et il passe aisément. Il passe aisément, oui. Voilà, c'est ça, voilà. Oui, il n'y a pas de souci. Comme une poubelle ou secours. Voilà, nous en avons terminé des informations municipales. Donc il me reste à vous souhaiter de bonnes fêtes de fin d'année. Malgré la situation sanitaire très compliquée, vous savez, la plupart des manifestations qui étaient prévues ont dû être annulées. Et malgré tout, je souhaite vous retrouver en début d'année tous en forme pour vous présenter les vœux. Le format de présentation des vœux à la population sera vraisemblablement à nouveau cette année une présentation virtuelle en vidéo, car il paraît assez compliqué de réunir toute la population à la salle des fêtes au mois de janvier, sauf si la situation s'améliore. Mais bon, les présidents et présidentes d'associations seront reçus en comité réduit, mais malheureusement, je crains que la population ne puisse pas être invitée de manière globale. Sinon, il faudrait le faire à l'extérieur et encore, ce ne serait pas très confortable au mois de janvier. Malgré tout, je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année et je vous retrouve à la rentrée. Merci. Merci.